beau programme, donc des bons écrivains. Et on va commencer tout de suite avec Frédérica Abatte. Bonjour d'abord. Bonjour. Et je suis heureux de vous recevoir comme écrivain. Oui. Je suis aussi heureux de vous recevoir comme chroniqueuse, oui, mais je suis toujours écrivain. Comme écrivain, de toute oui. façon, voilà. Alors, c'est un très gros livre que vous venez de sortir là, aux éditions Nouvelles. Aux Nouvelles Éditions Place, voilà. Je me mélange parce qu'il y avait Jean-Michel Place, éditeur, et Jean-Michel Place a laissé la place à... c'est son fils, non? C'est son neveu, Cyril Zola Place. Voilà. Et qui a repris donc cette noble maison d'édition qui a à son catalogue quand même un certain nombre de beaux titres. Alors, vous n'en êtes pas à votre premier livre? Non. Je ne les compte pas, mais ce n'est pas mon premier. Et le dernier que j'ai publié, c'était aussi aux Nouvelles Éditions Place. Et d'ailleurs, j'étais aussi venue en parler, La Transparence des voiles, qui est sorti en novembre 2018. Et donc, c'est l'avant-dernier. Celui-ci, Les Anges de l'Histoire, paraît ces jours-ci, en fait. Très beau livre. Voilà. Et auparavant, il y en avait eu un certain nombre. Et auparavant, oui, il y a eu le Majordome, L'Infante aux éditions Belfond, Virginité, aux éditions des Belles Lettres, la marque Sortilège, et Apolline Francoeur à la Musardine, mais ces livres sont épuisés, et mon éditeur m'a dit qu'il compte republier, commencer par Virginité, sans doute, mais d'abord on se lance dans les Anges de l'Histoire. Voilà. Alors, Les Anges de l'Histoire, c'est un livre étonnant, c'est une sorte de cosmogonie, c'est-à-dire c'est tout un univers que vous avez créé, mais en tant qu'écrivain aussi, je dirais engagé entre guillemets dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quelque part, on a l'impression que c'est un univers fortement fictionnel, on y reviendra, mais c'est qui par cette ultra fictionnalité, il en est que plus démonstratif de notre réalité et il porte un regard critique aussi sur cette réalité. Ça, c'est le travail de l'écriture tel que je le pratique depuis le début, en fait. Et donc, c'est aussi un mode de vie, surtout, déjà. Et en fait, je pense que pour voir le réel, il faut absolument le déborder. Et s'il n'y a pas le travail de l'imagination, mais ça se fait d'emblée, je veux dire, c'est sur le moment même, c'est immédiat. Je pense que chacun voit le monde avec son imagination. Mais justement, s'il est critique, le livre, c'est ce qui est toujours dans mes livres, c'est que les gens on nous fabrique des lunettes toutes faites. Donc qui sont, il y a très peu de modèles pour voir en fait, comme c'est, ou une fenêtre aussi pour voir le monde et pour ressentir les choses. Comme ça, les gens désirent tous la même chose au même moment. Donc ça, c'est très important. En fait, si c'est critique sur la société, c'est parce que c'est l'être humain qui m'intéresse et que j'ai gardé ce que j'avais depuis que je suis adolescente, c'est-à-dire que je veux vivre ma vie et pas celle de quelqu'un d'autre. Et donc Soledad, qui est le personnage central du livre. Soledad, je peux dire que c'est moi. Soledad. C'est un cyberartiste activiste. Alors, pourquoi artiste? Je peux dire que c'est la métaphore de l'écrivain, mais un artiste, on peut dire que c'est plus visuel ce qu'il fait. Il y a les œuvres, donc dans un roman, c'est plus imagé, ça se voit plus. Donc, mais ça déborde la métaphore de l'écrivain, parce que je n'écris pas un livre sur moi. Même si en ce moment, depuis quelque temps, c'est la mode. C'est parce qu'un artiste est quelqu'un qui crée, et je pense que tout le monde crée sa vie en fait. Donc c'est la métaphore de tout le monde. Et si on lui demande, alors là, on peut revenir sur cette notion-là, parce que les gens qui créent leur vie dans une société de masse, c'est un peu difficile souvent. C'est justement c'est tout ça le problème. C'est tout le sujet de votre livre en fait. Oui. C'est-à-dire que oui, c'est ça. C'est un livre sur l'individu aussi. C'est comment être soi. Comment être soi et. C'est ça. C'est comment se singulariser quand tout est fait pour qu'on ne puisse pas se singulariser.
au niveau, ce sont des pressions extérieures, évidemment, mais c'est aussi quelque chose d'intérieur. Je veux dire qu'au départ, l'être humain ne veut pas se singulariser parce qu'il a peur, parce que oui, ça fait peur, et parce qu'intrinsèquement, à l'intérieur de soi, on a une certaine pulsion qui est régressive, qui est le retour de là où on était avant, donc soit à la mère originelle, ou soit même encore avant au néant, quoi. Donc on peut dire aussi que la pulsion de mort est tapie au fond de soi. Donc c'est pour ça mais elle est créatrice. Elle est créatrice à partir du moment où on la dépasse, évidemment. Il faut la combat par l'œuvre. Il faut la traverser, et donc si on veut l'éviter, c'est encore pire. Si on veut éviter la mort, je veux dire, c'est encore pire, parce que on la dénie, et donc on va se précipiter à acheter un tas d'objets, des voitures et compagnie, parce que ça reste en soi. C'est comme le désir aussi d'être, de ce que l'on est. Si le désir pouvait, si ce que l'on est pouvait s'étouffer et mourir, ça irait. Les clones s'agiteraient sans souffrir. Mais il reste au fond de soi. Comme il ne peut pas s'exprimer, il se transforme, et ça donne toutes sortes de mal-être, aussi bien mentaux que physiques aussi. Donc en fait, c'est un livre sur la création, sur l'amour, et donc évidemment aussi un livre de combat et de résistance. Oui, sur la résistance, oui, c'est ça surtout. Alors, Soledad, c'est le héros de ce livre. On va suivre ses péripéties, et Dieu sait si elles sont nombreuses. On n'aurait pas assez de toutes les missions pour les énumérer. Et déjà, il y a une question qui se pose, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu Soledad, je pensais que c'était une femme. Mais c'est un prénom féminin, normalement. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un peu son blason. Quand on lui fait la remarque que vous venez de faire, il répond: la solitude n'a pas de sexe. C'est parce que l'être, finalement, moi je pense qu'il est fortement sexué, mais quelque part aussi il ne l'est pas. Donc ça peut être très très mouvant. Et en fait, Soledad, il faut dire que c'est un orphelin. C'est très important pour lui. C'est un peu son père, on peut dire qu'il s'en contrefiche. Son interrogation porte sur sa mère, donc il fait tout un délire comme ça sur sa mère. Il pense qu'elle était gitane. Oui. Voilà. Et puis, alors, il se demande pas pourquoi elle l'a abandonné, mais pourquoi elle l'a fait naître. Donc en fait, qu'il soit orphelin est une métaphore de notre condition à tous, qu'on soit orphelin ou pas, fils de n'importe quoi. C'est pourquoi on est au monde, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'il est orphelin, Soledad. Et donc oui, il a un prénom de fille, parce que dans l'orphelinat, la première maison d'enfants où il était, on l'a nommé comme ça. Et c'est aussi un peu par contraste, il garde ce prénom de fille, et en même temps, lui, a un visage de Cro-Magnon. Donc on peut pas dire que Soledad, au niveau de son aspect physique, soit la féminité incarnée, en fait. Il est horrible et séduisant. Oui, c'est aussi un peu ce qu'on peut on dit de certaines personnes me disent de mon livre que c'est un monde horrible et magnifique. Il est très séduisant. C'est vrai. L'homme de Cro-Magnon, c'est un peu notre nostalgie à tous, parce qu'on se dit qu'on vient tous de là, donc quelque part on est tous des hommes de Cro-Magnon, et des femmes de Cro-Magnon. Et d'ailleurs, les spécialistes nous disent qu'entre un homme de Cro-Magnon et nous, il n'y a pas de différence d'intelligence. À part, nous, c'est tout ce qu'on a appris au fil des siècles. Et évidemment aussi ce qu'on a désappris. Parce que apprendre, c'est désapprendre. C'est plus le cerveau se forme sur certaines choses, plus ce qui n'est pas ce qu'on a appris se néantise à jamais, en fait. Donc, alors, on racontera pas toute l'histoire du livre, loin s'en faut, mais disons au départ, il est sans vraie racine. C'est un déraciné. Oui, oui, tout à fait. Il va retrouver des racines d'emprunt par l'adoption. Et là, il va mener une vie à peu près normale, j'oserais dire, au départ. Au départ, oui, normal, il va au lycée, sauf que c'est quand même un solitaire. Hein, oui. Il porte bien son nom, il n'a pas d'amis.
au lycée, il préfère lire Jacques Derrida plutôt que d'écouter en cours. Donc, puis, même s'il ne comprend rien, c'est un livre dont le titre l'enchante, d'un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie. Ouais. Donc, ça fait comme une annonce aussi de l'apocalypse qui va arriver. Mais quand il va en ville, quand même, à Paris, parce que bon, c'est un petit campagnard, et donc il découvre toute la modernité d'un coup, et il découvre en même temps l'art, le sexe et la cybernétique. Et donc par une jeune fille, et par la musique aussi. C'est aussi très important, la musique. Et il va errer comme ça. Bon, et après, la vie normale, oui, ça dépend ce qu'on entend par normal. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Non, mais disons normal dans le sens commun du terme, parce que je suis comme vous. Oui, voilà. Après, il se drogue. Énormément peur. Après, bon, justement, donc peut-être il supporte pas trop la normalité. Les anormaux que les normaux, mais bon, ça. Il faut encore voir ce que ça veut dire. Moi, je dirais oui, conventionnel. Mais enfin, je pense pas qu'il soit conventionnel à un moment ou un autre. Après, il passe par un moment comme ça de drogue et tout. Ce sont ces années d'errance, en fait. Voilà, c'est-à-dire que le livre est structuré en 3 parties, et à part égale, d'ailleurs, 100 pages chacune. Il y a l'initiation, il y a la canopée, on verra ce qu'est la canopée après, et Hadès à la fin. Voilà, c'est les 3 choses. Alors, l'initiation, c'est les débuts de l'existence de Soledad, et on va voir que ces débuts vont être très très animé, parce que un jour il s'en va. Il s'en va entraîné par un garçon avec qui il se lie d'amitié, Rocco de Pal, et il part en Thaïlande. Donc c'est-à-dire que d'abord il quitte ses parents adoptifs. Ah oui, d'abord il quitte ses parents adoptifs. Il va à Paris. Là, il est un peu chef d'une petite bande d'étudiants en informatique, alors que lui n'étudie absolument pas. Alors, il va à Paris comment? En autostop? En autostop. Et là, il y a une véritable initiation qui se passe. Déjà. C'est vrai que j'ai jamais eu la chance, j'ai fait un tout petit peu d'autostop, mais d'avoir cette expérience-là, elle est quand même assez intéressante. Oui, il part avec Fauvette, et en fait, Fauvette lui fait découvrir à la fois l'ordinateur et le sexe. Et là, il a une quinzaine d'années, je crois. Je ne sais plus trop, je me perds un peu dans les âges. Oui, il y a de quoi, il y a de quoi. Ouais, parce que c'est pas très important. Alors, l'ordinateur, c'est l'aquarium. Il le voit comme un aquarium. Parce que Fauvette a fait un algorithme où il y a des petites choses qui se promènent. Comme il n'a jamais vu ça. Donc, un aquarium, c'est une boîte où la vie se crée. Enfin, il y a de la vie dedans. Donc, c'est-à-dire que d'emblée, il a un rapport organique avec l'ordinateur. Ouais. Il n'a pas un rapport intellectuel. D'emblée, c'est le corps. Soledad est un être où tout passe par le corps, en fait. Tout passe par son corps, toutes ses pensées et tout ce qu'il reçoit du monde aussi. Un enfant sauvage, d'une certaine manière, un peu aussi, comme ça. Aussi, tout à fait. Qui échappe. Alors, Fauvette, elle lui procure un grand bonheur, on peut dire. C'est une des premières scènes de sexualité. Il y en a beaucoup dans ce livre. Oui, il y en a beaucoup dans la vie aussi. Voilà, c'est ça. Pour certains, hélas, pas pour tout le monde. Mais... Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'écris depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 8 ans. Mais quand j'ai décidé d'en faire, que là serait toute ma vie, donc j'avais lu déjà des biographies d'écrivains, parce que j'ai une passion pour la littérature. Sans les livres, je ne serais rien. Et donc, j'avais vu que quand on atteint un certain degré d'exigence, c'est quand même pas facile comme vie. Il faut se consacrer entièrement à ça. Je me suis dit je vais me consacrer à cela, donc je vais choisir la voie de la difficulté maximum, puisque c'est très difficile. Je ne vais pas choisir la voie de la facilité, parce que sinon autant faire une autre activité. Alors je me suis dit, écrire, qu'est-ce que c'est écrire? C'est pouvoir exprimer, je ne dis pas dire, mais exprimer ce qui ne peut pas se dire autrement que par l'écrit. Et qu'est-ce qui est le plus
de l'ordre de le plus indicible, c'est l'amour en fait, c'est l'érotisme. Donc je me suis dit, je vais écrire ça. Voilà. Et c'est aussi parce que je suis une sensitive et aussi une fille sauvage et qui vit tout par le corps, et que les pensées pour que cela puisse s'écrire, il faut qu'elles passent par le corps. Moi, je vois bien quand je prépare un livre ou une scène, je me documente beaucoup, je lis des choses et je vois qu'il y a plusieurs degrés de compréhension en moi-même, et je pense en tout le monde aussi. Je peux comprendre quelque chose intellectuellement, mentalement, je le comprends très bien, mais je vois que ça ne suffit pas pour écrire. Il faut passer vraiment par quelque chose d'un peu magique, qui est de l'ordre de l'indicible et qui est plus charnel, je dirais. Donc Fauvette, il entre de plein pied là. Et puis c'est quelqu'un qui avait peur de son corps. Il était souvent malade, hypocondriaque. Et là, il voit qu'avec l'amour, le corps peut s'exprimer en fait, et qu'il n'y a pas que la maladie. Oui, puis alors il subissait aussi un certain ostracisme dû à son physique. Oui, il se pensait très laid, en effet. Mais en fait, il s'est rendu compte que c'est lui qui avait peur des gens. Et c'est sa peur des gens qui rendait les gens peureux. C'est comme un grand timide intimide beaucoup, en fait, les autres. Il y a un rapport de réciprocité. Oui, et là, il s'ouvre à l'altérité. Et c'est vrai, elle l'ouvre à l'autre et il voit qu'il peut communiquer avec l'autre. Et là, c'est une grande ouverture pour lui. Et c'est à partir de là qu'il va d'abord, il y a une expérience très importante quand même pour lui, c'est qu'il a failli mourir, justement, la pulsion de mort dont nous parlions tout à l'heure qu'il faut traverser. Donc il fait toute une expérimentation. Il est sauvé par une dame assez excentrique, qui est très riche, donc qui pourra lui offrir un mode de vie où il pourra se mettre à créer, en fait. Une dame dont le prénom est Madame. Oui, elle est assez impersonnelle. Donc elle n'a pas de prénom, c'est Madame. Ouais. Qui est assez délurée. Et c'est à partir de là que toute son aventure commence, en fait. Finalement, il va partir avec le frère de Madame, aller en Thaïlande, et là, rencontrer un autre monde aussi. En termes de spiritualité, il faut dire aussi que la spiritualité est assez importante dans votre livre. Oui, elle est très importante. Il va vivre avec dans une tribu Hmong qui se trouve dans le nord de la Thaïlande. Il y a quelques tribus comme ça primitives. Et il a une grande expérience avec une chamane, avec une scène mystico-érotique très importante. Et il a un rapport particulier avec cette femme qui est un peu sans âge. Et c'est son premier décrochage avec son fantasme de la mer, en fait. C'est là où chaque fois il se décroche de ce rapport fantasmatique qu'il a avec sa mère gitane, qu'il voyait comme une déesse sans tête. La déesse sans tête, oui, c'est ça. Mais une tête qu'elle portait comme un sac en bandoulière. Enfin, c'était à la fois fascinant et effrayant. Et plus il se détache d'elle, et plus il se singularise, en fait. Donc, c'est un peu notre vie à tous, quoi. Alors, Frédérica Abbate, moi, j'ai peut-être est-ce un sentiment personnel, mais j'ai eu le sentiment donc que ce livre s'inscrivait un peu dans la lignée des grands livres et des grands auteurs sur le peu de réalité. André Breton, Borges, qui dit des choses assez magnifiques sur la fiction et l'absence de réel, et aussi le regretté Michel Houellebecq, qui avait fait une trilogie sur le peu de réalité. Il faut dire qu'il était aussi le fils de Patrick Houellebecq, un grand surréaliste. Je vous remercie pour ces références déjà. Moi, je dirais peu de réalité, je dirais oui, mais moi je nommerais ça hyper-réalité, comme Baudrillard l'a nommé en fait, l'hyper-réel. C'est que dans un monde où priment les écrans, un monde où l'on vit pour laisser d'emblée une trace sur l'écran, évidemment le réel pur, si on peut dire, est déjà une copie du réel. Déjà, on est dans le virtuel. Voilà, déjà, d'emblée, on est dans le virtuel. Donc, c'est un monde... Soledad se confronte à ce monde hyper réel. Ce monde hyper réel, c'est aussi c'est la dématérialisation. Donc, c'est le clonage. Le clonage, avant d'être le clonage des corps,
mais on va y venir. On y vient, ça existe. C'est déjà absolument. Depuis longtemps le clonage des esprits. Donc c'est Soledad. D'ailleurs, après sa première expérience, après sa première rencontre avec l'ordinateur et avec le sexe, il se rend compte que les gens autour de lui sont endormis. Donc c'est-à-dire que ce sont des clones, c'est-à-dire qui ne sont pas des êtres singuliers et originaux. Et cet hyper réel, je crois qu'il est en train de petit à petit de nous asphyxier, je crois. Donc s'il n'y a pas des poches de résistance par des créations, c'est lentement en train de nous asphyxier. En fait, j'ai une vision un peu, oui, c'est vrai, un petit peu apocalyptique. C'est pour ça que j'aime beaucoup Jean Baudrillard, qui avait vu des choses vraiment C'est lui notamment qui avait écrit un magnifique livre qui s'appelle Le système des objets. Oui, le système. Je sais pas chez qui il est édité maintenant. Je crois que chez Gallimard. Oui, et puis un très beau livre aussi, c'est vraiment capital, c'est L'échange symbolique et la mort, justement. C'est vraiment un livre fabuleux. Mais ce monde hyper-réel, et justement, quand Soledad vit dans la canopée avec les Under, c'est ce groupe avec lesquels il va travailler. Underground. Voilà, ça vient de là, mais ils vivent au-dessus, ce qui montre que notre monde est renversé, en fait. Complètement. C'est les cabanes, les maisons dans les arbres. C'est les maisons dans les arbres. La ville dans les arbres. Dans un Paris qui est complètement déstructuré, en perpétuelle démolution, reconstruction. Il y a des buildings. L'horreur. Le Paris qui est décrit, c'est peut-être le Paris qui nous attend, hein, parce que n'oublions pas que déjà les périphéries vont se construire d'immenses tours. Mais là, on a attaqué l'Haussmannien, on a tout attaqué, on a laissé des terrains vagues. Par contre, il y a des terrains vagues, voilà, où peuvent vivre ces gens et petit à petit ils en font carrément un château fort avec des douves, des ponts-levis. Tout ça, il y a un côté aussi, un côté rêve d'enfance aussi. En fait, moi, j'écris ce que j'ai envie de lire. Hein. C'est comme ça que je le vois. Et donc, c'est un univers très effrayant, mais en même temps, ils ont la chaleur de se retrouver entre eux et de former une communauté. Et c'est très important. Je crains le moment où les gens seront si démunis qu'ils ne pourront plus faire lien entre eux et ou même ils ne pourront plus s'entraider en fait. Alors que l'on voit que dans des moments de grandes catastrophes dans le passé, les gens pouvaient s'entraider. Mais là, on est arrivé à un tel degré d'atomisation que peut-être qu'ils ne pourront plus, enfin, espérons que non, en tout cas, parce que l'atomisation absolue, comme nous l'a montré Hannah Arendt, ça donne les pires choses, en fait, aussi. Oui, mais peut-être aussi que face à des conjonctures difficiles, comme les épidémies notamment, petit à petit, les gens vont avoir un rapport moins virtuel à l'autre. Espérons, oui. Bien que ça, parce que ça empêche le contact et par-delà, ça va susciter le désir de contact. Chez certains, oui. Moi, je pense, il y a plusieurs, l'angoisse crée plusieurs réactions. On voit ça, ce que vous dites. On voit aussi des gens qui sont obligés, évidemment, de travailler chez eux, ce qu'on appelle le télétravail. Donc ça va dans le sens de l'atomisation. Devant l'aquarium, quoi. Voilà, donc ils ne pourront plus parler entre eux. Et on voit aussi le déni de dire, écoutez, les accidents de la route font plus de morts. Moi, je suis désolée, mais ça, vraiment, je trouve ça révoltant. Donc, oui, ça donne toutes sortes de choses. Mais oui, des micro-poches de résistance, comme dans le livre, où il n'y a pas seulement les under, il y a aussi les ombres qui vont lutter avec eux. Donc, mais c'est pour ça que j'écris, en fait. C'est pour montrer notre réel, pour proposer un autre mode de vie, et pour qu'il y ait des poches de création qui se forment et de réveil, en fait.
Aligre FM 93.1, le jeudi littéraire, ce matin en compagnie de Frédéric Abat. Et on vient d'entendre un morceau musical très beau, moi j'aime beaucoup, et qui est intégré au livre en fait. Oui, c'est Macintosh Plus. Oui, alors moi je croyais que c'était un nouveau site de diffusion de musique par Macintosh, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est le nom de l'artiste, c'est une fille, et l'album Floral Shop. Et donc ça fait partie tout un mouvement musical et esthétique, Vaporwave, que m'a fait connaître la personne Nicolas Lebeau, la personne qui a fait la couverture du livre, qui est une couverture Vaporwave aussi. C'est un mouvement post-apocalyptique, en fait, et que j'aime vraiment beaucoup. Et ça compte pour Soledad quand il revient à Paris, après être passé par la Thaïlande, après avoir fait aussi des séjours en Russie, car il a une commande par un mécène russe, et donc il y a tout aussi un passage sur la Staline et toutes ces choses de destruction. Quand il revient à Paris, il découvre de plein fouet le monde qui a changé. C'est très important dans ce livre que ce soit toujours pour la première fois, pour que l'impact soit très fort pour nous. Et donc, il arrive à l'aéroport, et là, il voit une différence vestimentaire dans la population qui est extrêmement marquée. Oui. Les riches paraissent très riches, avec des très beaux habits, et il y a des gens qui sont très mal habillés, et puis les gens qui sont très très bien habillés traitent les gens moins bien habillés comme des véritables chiens. Là, il prend... ça, c'est réaliste. Là, c'est complètement réaliste. Là, je trouve que c'est ce que j'observe. L'arrogance de l'argent. Voilà. C'est ce que j'observe dans la rue. Qui pollue, alors que moi, j'ai jamais pu faire un safari. J'aurais peut-être fait au Kenya, mais à Paris, avec un 4x4, c'est pas tout à fait... Oui, puis il faut écouter les commerçants aussi. Enfin, j'aime bien discuter avec les commerçants. Et en fait, dans certains quartiers de Paris, faut savoir que depuis quelques mois, ils sont vraiment traités comme des chiens. Il y a une certaine frange de la population, aussi bien de tous âges, c'est juste une question de classe sociale. Il faudrait quand même revenir un peu là-dessus. Et c'est l'arrogance. Oui. C'est une arrogance, on les traite vraiment comme des chiens, et ils me racontent des choses. Et d'ailleurs, dans la rue, moi, je me suis fait marcher sur le pied, mais pas quelqu'un derrière moi qui me marche sur le talon. C'est-à-dire que les gens ne vous contournent pas, ils vous marchent dessus. Enfin, faut pas me laisser partir là-dessus, sinon je ne m'arrêterai plus. En plus, les gens, ce qu'on remarque, et là, c'est pas comme Soledad qui revient à Paris, mais ce qu'on peut remarquer de manière continuelle à Paris, c'est la vitesse à laquelle les gens marchent maintenant. On dirait qu'ils ont tous un train à prendre. Il n'a plus le côté un côté flâneur qu'on pouvait avoir à une certaine époque, ou alors avoir le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils ont un manque de temps. On ne peut pas avoir le temps quand tout est dans l'immédiateté et quand le réel est déjà une copie. Donc on est toujours en retard en fait, parce que dès qu'on fait quelque chose, on ne fait plus quelque chose pour la vivre, on fait quelque chose pour la dupliquer déjà et pour la diffuser sur des réseaux. Donc on est toujours en retard, évidemment. C'est juste, voilà. Et peut-être qu'on est, on est pressé de mourir. Enfin, on dirait qu'il y a un essoufflement. Oui, on a peur de mourir, alors faut qu'on fasse vite. Oui, on a peur de mourir, mais en même temps, je crois qu'il y a, aussi une tendance un peu inconsciente, suicidaire. Et donc, quand Soledad revient, on en était à la musique Floral Shop, cet album que j'aime beaucoup. Il prend un taxi et il tombe sur Alain Brèche. Brèche, c'est celui qui lui ouvre une brèche, en fait, sur le monde, ce nouveau Paris qu'il va découvrir, et qui écoute ce morceau de musique, et donc Soledad, ça l'intéresse. Et ça lui fait comme un point de ralliement. Soledad lui demande ce que c'est. Le chauffeur de taxi lui dit, mais vous, monsieur, vous ne me traitez pas comme un chien. Ah, vous aimez aussi cette musique. Donc, en fait, oui, je vois que vous êtes un peu des nôtres, quoi. Et donc, c'est parce que la non-peur, le déni et la non-peur de la mort
qui est le maître absolu, mais une arrogance. Et donc on veut toujours plus, on veut vivre plus, non pas pour vivre plus, mais parce qu'on est dans une accumulation, toujours plus d'argent, toujours plus de jours à vivre. Et donc c'est de la non-vie en fait, ce n'est pas un désir de vie. Oui, c'est ça. On veut toujours être le premier. Et moi, je me souviens d'un directeur d'une grande banque française qui, à un dîner, disait « Nous allons être les premiers ». Moi, j'ai lâché, mon pauvre, vous n'aurez plus rien à espérer, alors. Parce que c'est ça. Oui. C'est ça, on est les premiers, et alors. On a de l'argent, mais de l'argent, ça ne fait pas être. Ça ne fait pas... Oui, mais c'est pas l'argent en soi qui est mauvais, c'est la manière dont... C'est l'utilisation de l'argent. C'est de comment on le gagne, comment on le vit, et comment il est réparti en fait. Aussi. De toute façon, là, les circuits sont tellement perfectionnés que la machine s'est emballée, elle marche toute seule, carrément. C'est même plus, il y a même plus peut-être un désir d'argent, c'est un mouvement qui emporte les consciences, finalement, je crois, qui sont décervelées. Et à partir du moment où on touche à la langue aussi, comme on est en train de le faire, tout ne peut qu'aller très mal, en fait. Je crois. Alors, cette canopée, c'est en fait, c'est pas Under, c'est Upper. Alors, oui, donc ils vivent à la cime des arbres, et là, il y a toute une communauté de personnes très singulières, justement. On peut dire que ce sont des cyberactivistes. C'est très important aussi le langage machine. Soledad fait l'expérience de cette expérimentation par ce biais-là. J'ai mis aussi du langage informatique dans le livre, et avec ce qu'il ressent par rapport à ce langage. Et ce langage informatique est une métaphore de l'écriture même, en fait. Et je peux dire que l'écriture même est une métaphore des circuits créatifs qui sont en tout un chacun, même chez des personnes qui n'écrivent pas. Parce que tout le monde, on n'écrit pas forcément des livres, mais ça s'écrit. Voilà. Oui, mais alors, c'est ce qui fait sens. Ces langages, quand ils sont décryptés, comme arrive à le faire Soledad, ils sont toujours incompréhensibles pour moi. Oui, mais lui, les traduit, il en fait quelque chose. Oui. C'est avec ça aussi qu'il peut décrypter les messages du complot mondial qui met en danger l'humanité. Donc, c'est en fait la cybernétique. Il faut pas laisser ça aux marchands. Je veux dire, il faut l'utiliser aussi, parce que on peut pas jouer au pot de fer contre le pot de terre éternellement. Moi, je ne veux pas, je ne tends pas la deuxième joue, quoi, vous voyez, pour me faire gifler. J'ai pas du tout envie de ça. Donc c'est pour ça que sont cyberactivistes, en fait. Alors la fin du livre, c'est Hadès. Hadès, bon, c'est un personnage de l'Antiquité bien connu, mais c'est aussi un film. Et c'est un film qui aura un grand succès. C'est un film, oui, il aura un grand succès. C'est ce film de Soledad qui va montrer derrière la pulsion, qui va dénicher la pire pulsion pour essayer de réveiller les consciences, en fait. Et c'est un succès dans le sens où des consciences vont se réveiller et des poches de résistance vont pouvoir se fermer, se créer. Se fermer sur elle-même pour se créer, justement. Et Hadès, oui, évidemment, c'est le monde des morts. C'est les enfers. Enfin, chez les Grecs, c'est pour ça qu'il appelle son film Hadès, ainsi que s'appelle la dernière partie du livre. Et c'est cette chose, Soledad n'aime pas du tout la mort. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui a des angoisses de mort terrifiantes, mais qui accepte que si on essaie de l'abroger, on passe à autre chose, en fait. Et on ne sera plus humain. On ne sera plus humain. Donc il y aura plus l'art, il y aura plus rien. On sera des robots, des machines. Voilà.
Alors, Frédéric Abatte, on arrive au terme de cet entretien parce qu'on pourrait encore parler des heures de ce livre et de tout ce trésor fictionnel qu'il contient, parce qu'il faut dire que c'est un livre qui est très riche en imagination et bon, c'est pas une imagination qui est laissée à elle-même, mais c'est une imagination qui nous permet de voir peut-être mieux le réel que si on le décrivait de manière naturaliste ou réaliste. Et donc, ce livre, il est édité aux Nouvelles Éditions Place. Il s'appelle Les Anges de l'Histoire. Et moi, je vous encourage fortement à le lire. C'est pas parce que Frédéric a collaboré à l'émission, hein, parce que je l'ai connu comme écrivain avant tout. Donc, c'est pas du tout du copinage, mais c'est vraiment un point de vue de lecteur. Les Anges de l'Histoire, donc Frédéric Abatte, Nouvelles Éditions Place. On fait une petite pause musicale. Et on va retrouver